l'entreprise, elle a une responsabilité aussi sur son territoire, à travailler avec les écoles, à travailler avec les élus, à travailler dans l'écosystème économique, politique local et à être un acteur aussi engagé. C'est le deuxième pied du dirigeant. Et puis, si on met dernièrement l'économie au service de la vie, eh ben, on va regarder la problématique du vivant. Et la problématique du vivant nous amène à une crise qui est pour moi la crise de l'humanité, c'est celle du dérèglement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, où on sait que c'est l'anthropocène, c'est l'homme. Donc, si on reste uniquement sur mettre l'économie au service de l'homme, on arrive à ce qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire un système économique qui est en train de détruire même l'intérêt de bien-être que peut avoir l'être humain dans une société. Parce qu'on va dégrader, hein, c'est un peu, on en parlait hier en préparation, aujourd'hui l'éco-anxiété des jeunes, ça doit quand même nous faire réfléchir. Si on avait mis l'économie au service de l'homme, on n'aurait pas la planète dans cet état-là, parce qu'on aurait pris soin de la planète, parce que sans la planète, l'homme ne peut pas vivre. On est dans un écosystème où si on détruit la biodiversité, si on détruit les écosystèmes, forcément ça va avoir un impact. Hein. C'est Pavan Sukhdev, hein, qui est prix Nobel d'économie indien, qui disait ça d'ailleurs en 2010-2012, à la vitesse où l'économie classique et la finance détruisent les écosystèmes naturels, à horizon 2020, et nous y sommes, nous avons même dépassé, les systèmes économiques devront dépenser à l'échelle de la planète 2000 milliards de dollars par an pour remplacer ce que la nature nous offre gratuitement. Et on le voit, les abeilles, vous avez en Chine, aujourd'hui, dans des lieux où on a utilisé trop de produits toxiques, de traitement d'engrais, il n'y a plus d'abeilles. Et donc, vous avez les petits Chinois qui viennent avec une plume prendre du pollen dans un pot et polliniser les arbres à la main. Le kilo de pommes à 150 € en France, il n'y a plus un Français qui peut manger des pommes, quoi. Ou alors une partie de la population extrêmement riche. Donc, cette dégradation des écosystèmes doit nous faire prendre conscience qu'on ne peut pas vivre sans diversité, qu'on ne peut pas vivre sans biodiversité, qu'on ne peut pas vivre sans le vivant, et que nous-mêmes, composés à plus de 70% d'eau, je crois, nous sommes un système vivant. Et que cet écosystème-là, il est compliqué. La biodiversité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, mais il faut absolument s'en préoccuper et s'en occuper. Et qu'aujourd'hui, si on reste dans l'économie au service de l'homme, on laisse, comme la vision de Descartes, l'homme au-dessus de la nature, au lieu de nous mettre au niveau de cette nature qui nous nourrit, qui nous offre les beautés d'un paysage, même si parfois ils sont travaillés effectivement par la main de l'homme. Mais donc mettre l'économie au service de la vie, dans cette époque actuelle, et je terminerai sur cette question, et désolé d'être toujours trop long, mais mettre l'économie au service de la vie, ça a aussi quelque chose d'extrêmement positif autour de du féminin. J'aime bien la vie, moi, parce que la vie, on introduit quelque chose de féminin. Je déteste ça quand on dit oui, mais l'homme qui embrasse la femme. Enfin, je veux dire, non, non, non. Il faut sortir de ce machisme ambiant où on le sait bien en plus, les femmes réussissent mieux à la direction des entreprises parce qu'elles ne sont pas faites cérébralement pareilles, même si, attention, je nuance mon propos, on a tous un côté féminin et masculin, et on a des hommes qui sont plus féminins que des femmes qui sont... Voilà, donc il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se dit dans la société aussi, des enjeux autour du pouvoir, de mettre en place cette notion de féminité, ça redonne un équilibre sur il faut que l'homme prenne soin des femmes, parce que déjà, on est tous issus d'une maman, donc voilà, on a beau dire ce qu'on veut, mais s'il n'y avait pas les femmes, déjà on ne serait pas là, donc un petit peu d'humilité, puis un petit peu maman je t'aime, et puis au-delà de ça, voilà, c'est les femmes qui nous nourrissent, hein, le lait, voilà, donc il y a cette forme intéressante, je retrouve, d'humilité que devrait avoir l'homme, au lieu de cette posture de régner en maître sur la nature qui fait qu'il la détruit, qu'il en abuse, et qui fait qu'on va, et qu'on a fait depuis un siècle et demi maintenant, on est en train de pénaliser les générations futures. Donc ce changement, cette adaptation de mettre l'économie au service de l'homme vers ce qui est fait, ce que tu m'as dit, je crois, en Tunisie, c'est ça, ou au Maroc? Au Maroc. Au Maroc, félicitations, bravo, faut y aller. Parce que du coup, quand vous mettez ça et vous posez ça, déjà, vous changez le regard. Vous vous décalez, vous vous décentrez, et d'un seul coup, vous dites, comment on fait pour mettre l'économie au service de la vie?
eh ben, c'est absolument plus la même chose que de mettre l'économie au service de l'homme. Vous élargissez le spectre et vous embrassez, du coup, un enjeu stratégique beaucoup plus important. Passionnant. Michel, et on a avec nous André Portneuf, que tu as And cité hier. André Yves, André Yves, je le oui, citais hier, j'ai vu qu'il a fait un petit post sur Facebook. Je t'embrasse, mon cher André Yves, tu sais tout là. Ouais, je te vois, merci, je te salue aussi. J'ai beaucoup d'amour et d'amitié pour cet individu avec qui on a fait quelques pas et on en fait encore ensemble et on a des échanges et des réflexions. Et tu disais quoi alors, André Yves, je t'ai coupé, mais je voulais quand même André Yves, te merci saluer. d'être présent. Michel, tu disais hier, on passe de la compétition à la coopération, en citant André Yves Portneuf. Je remets cette citation dans un contexte où nous parlions de mutation du monde économique. Donc, ce concept prend toute sa place aujourd'hui puisqu'on parle de résilience. Comment, du coup, est-ce qu'on peut passer en tant que dirigeant de compétition à coopération? Comment, très concrètement, hein, et au CJD, on aime bien qu'est-ce que je fais dès lundi au bureau? Comment je prends acte de ces décisions et de tous ces échanges que j'absorbe pendant mes réunions JD? Comment je fais pour les mettre en place dans mon entreprise? Et du coup, tu as parlé très justement de ce que disait André Yves, de compétition à coopération. Comment je peux mettre ceci en place? Euh, c'est vrai qu'André m'a beaucoup bouleversé. Il est même venu travailler un petit peu chez Janus France avec nos équipes, justement sur la partie du numérique et du digital, puisqu'on pourra en parler là aussi. Il y a une forme d'adaptation ou de résilience dans la capacité à comprendre ce que le numérique peut faire ou accompagner. Mais j'aimais bien quand André-Yves nous faisait cette présentation sur l'atome du carbone qui, selon la Constitution et la façon dont on va les mettre en coopération, peuvent créer soit de la mine de crayon, donc du crayon à papier, ou du diamant. Hein. Tu me dis si je raconte des bêtises, André-Yves, hein, je ne voudrais pas faire honte à ton cursus d'ingénieur atomique en début de carrière. Voilà, et Tu as pour tout à lequel, fait raison. voilà, merci beaucoup. Donc cette idée-là, elle dit quoi? Elle dit que quand on a un nombre d'acteurs sur un territoire, l'ensemble des parties prenantes, hein, comment on fait pour pouvoir les mettre alors qu'ils sont plutôt distants de par leur posture, hein, c'est-à-dire que le dirigeant va vouloir servir les actionnaires, même qu'il soit salarié ou lui-même salarié actionnaire, il va vouloir une rentabilité du risque qu'il a pris en investissant du bien ou du capital. Le salarié va vouloir que son salaire augmente, le client va vouloir que le prix soit moins cher, le fournisseur va vouloir augmenter ses prix, et le politique, qui est aussi un acteur, va essayer de jouer là-dessus avec des taxes, des impôts, même si ça pourrait se revoir à la marge, puisqu'en France, on a un petit sujet en la matière. Donc, comment on peut faire? Eh ben, on peut justement mettre en œuvre ce qu'a permis la loi Pacte en France. C'est ce que nous avons fait chez Janus, c'est-à-dire se transformer en société à mission. Moi aussi, j'ai adopté l'économie au service de la vie en baseline pour Janus France pour mettre en avant cette ambition stratégique de viser la neutralité carbone en 2030, qui nous amène derrière à conduire un changement vraiment radical dans la finalité de l'entreprise. Et que dit cette loi Pacte? Je vous la fais très courte, en tout cas sur ce statut de la société à mission, parce que c'était une loi un peu fourre-tout, hein, c'était vraiment sur la croissance et le développement des entreprises, donc c'était extrêmement large. Elle est venue modifier les articles 1833 et 1834 du Code civil, qui datent quand même de Napoléon. Donc bon. Et elle a abordé quelque chose d'extrêmement intéressant que peu de chefs d'entreprise ont conscience aujourd'hui. C'est dans son article 1833, elle a modifié la finalité de l'entreprise et désormais, puisque le décret d'application est paru, toute entreprise française, hormis, petit bémol, on pourra avoir un débat là-dessus, ça serait intéressant, pourquoi l'économie sociale et solidaire en a été exclue, mais bon, on ferme la parenthèse. Hormis l'économie sociale et solidaire qui a été exclue de cette finalité, désormais, toute entreprise a désormais l'obligation d'intégrer dans ses enjeux stratégiques la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Et ça, c'est dans le droit français. C'est-à-dire le CJD qui, depuis 1980, se battait autour de l'idée du droit de l'entreprise, et bien aujourd'hui, dans le droit français,
Une forme d'entreprise est reconnue dans le droit des sociétés par la capacité à donner une obligation de finalité d'entreprise d'intégrer les enjeux sociaux et environnementaux. Et ça fera jurisprudence d'ici 10-15 ans. C'est-à-dire que demain, l'entreprise qui ferme et qui laisse 250 personnes sur le carreau, elle pourra être appelée en responsabilité puisque c'est dans la loi. Alors qu'avant, l'entreprise n'avait qu'une seule finalité économique. Idem si je laisse un site pollué. Je vais pouvoir être en responsabilité par l'État ou par la collectivité ou par les parties prenantes parce que je n'aurais pas pris en compte dans mes finalités les enjeux environnementaux. Désormais, c'est dans la loi. Donc, premier changement qui s'applique à toutes les entreprises, et là, il n'y a pas besoin de Michel Meunier, vous avez désormais l'obligation pour toute entreprise située en France de par la loi d'intégrer dans votre stratégie les enjeux sociaux et environnementaux. Je peux vous dire que c'est loin d'être le cas aujourd'hui en France d'un grand nombre d'entreprises de rentrer ces enjeux, qui peut se faire par la RSE notamment, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Deuxièmement, la loi Pacte a modifié l'article 1834 du Code civil en permettant aux entreprises de définir leur mission, c'est-à-dire une raison d'être. À quoi sert l'entreprise? Pour ne pas confondre ce qui arrive aux dirigeants depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire qu'on est focalisé sur le seul outil de mesure, et je reviens à l'indicateur qui n'est pas pertinent, c'est-à-dire l'état financier. C'est-à-dire on ne sait mesurer la performance de l'entreprise que sur son état financier, c'est-à-dire par son bilan économique. Et là, on oublie ce qui était extrêmement important, et André-Yves a beaucoup aussi écrit et essayé d'être un acteur et un juste combattant actif à ce sujet. On ne prend pas en considération ce qu'on appelle le capital immatériel ou le goodwill, c'est-à-dire que l'état financier de